langue enrichie, notamment de nombreux apports grecs, germaniques, arabes ou britanniques, mais une langue où émerge tout de même une sorte de dérivé dénaturé du latin. Voilà ce que je vous propose de découvrir à présent, dans un voyage sur les traces de la langue française qui nous réserve plein de surprises et de rencontres. Comment en est-on arrivé à parler avec les mots qui courent sur ces pages? Quel a été ce long périple qui appartient à notre passé commun? Suivez-moi dans cette folle aventure, vous y avez rendez-vous avec votre histoire. Laurent Deutsch. Chapitre 1er. Quand le latin devient la langue de la rencontre. En ce 1er siècle, les Romains colonisent pour de bon la Gaule, et le latin, langue de l'occupant, devient un mode d'emploi mis à la disposition de l'occupé. Tout commence sur un malentendu. Quand Jules César et ses troupes débarquent en Gaule en l'an 58 avant notre ère, ils ne songent pas vraiment à conquérir le pays, et moins encore à le romaniser. Les cohortes romaines ne font que répondre à un appel à l'aide de Gaulois amis. En effet, le druide guerrier Diviciac est arrivé à Rome pour plaider devant le Sénat la cause de la tribu des Éduins. « Frères romains, venez en aide à vos frères. » Les Gaulois Éduins sollicitent le secours des puissantes légions pour contenir des Gaulois envahisseurs, les Helvètes, venus de ce qu'on appelle aujourd'hui le plateau suisse. À vrai dire, les sénateurs romains ne se montrent pas très enthousiastes à l'idée d'ouvrir un front militaire en Gaule. Ne sont-ils pas intervenus plusieurs fois déjà pour soutenir leurs alliés éduins contre les Arvernes, les Allobroges, les Séquanes? Ces petites luttes incessantes ont fini par agacer les Romains. Que les Gaulois se débrouillent entre eux cette fois. On en discute pourtant beaucoup au Sénat, car il ne peut pas être question non plus de laisser les Helvètes renverser impunément les équilibres régionaux. Jules César et ses légions passent donc finalement les Alpes pour aider des Gaulois à chasser d'autres Gaulois. Afin de justifier son intervention, César confirme en ces termes son attachement à la tribu des Éduins. Dans toutes les circonstances, ils avaient trop bien mérité du peuple romain pour qu'on laissât, presque à la vue de notre armée, dévaster leurs champs, emmener leurs enfants en servitude, prendre leurs villes. Les Éduins se veulent d'ailleurs différents des autres Gaulois. Supérieurs sans doute, car ils sont plus riches, plus puissants, plus nombreux et bénéficient de la protection bienveillante de la louve. Ils s'estiment orgueilleusement frères des Romains et mènent leur propre politique d'alliance et de guerre. 5 ans plus tard, Vercingétorix mobilisera l'ensemble des tribus gauloises pour se dresser contre les Romains. Quand la bataille finale se déclenchera à Alésia, les Éduins hésiteront, se rallieront tantôt aux Gaulois, tantôt aux Romains, traîtres à tous, fidèles à chacun, au gré des hasards et des circonstances. Et si leurs forces s'étaient jetées pleinement dans la bataille? S'ils avaient guerroyé loyalement? Qui peut dire ce qui serait arrivé alors? On doit peut-être la romanisation de la Gaule à la trahison des Éduins. En fait, les Gaulois formaient un ensemble très divisé. Par exemple, les Éduins de Côte d'Or haïssaient les Lingons du plateau de Langres, et ceux-là combattaient les Séquanes du Jura. Alors quand les Romains se sont retrouvés victorieux en Gaule, ils ont dû se dire quelque chose comme « J'y suis, j'y reste » et ont décidé de mettre un peu d'ordre dans le chaos local. La colonisation commençait. Ils sont donc restés sur place, les fiers légionnaires, avec leurs casques à plumets, leurs glaives, leurs boucliers colorés et leurs aigles dorés. Ils sont restés avec leur langue unificatrice et leur route bien empierrée. Sauf que les Gaulois, eux, avaient déjà une langue et déjà des routes. Bon, c'est vrai, leur langue était entièrement orale et leur route paraissait un peu tortueuse. En réalité, nos ancêtres les Gaulois avaient oublié d'inventer la ligne droite et l'écriture. Petites lacunes qui leur seront fatales pour entrer dans l'histoire par la grande porte, celle des témoins, des vainqueurs, des transmetteurs. Mais qui étaient ces Gaulois si malmenés par la chronique et qui passent trop souvent pour des brutes épaisses parce qu'on les connaît mal? Que signifie ce mot, Gaulois? Les Romains l'ont employé pour désigner des peuples belliqueux venus du nord 400 ans avant notre ère. Gallicus, disait-il. Ce terme vient sans doute de Galle, vocable celte qui désigne la force, la vigueur. Bref, pour les Romains, les Gaulois étaient les robustes, les brutaux. Pour les Germains, en revanche, Galle est à rapprocher de Val, l'étranger. Autrement dit, tout ce qui n'est pas germain. Les Gaulois
seraient donc des étrangers costauds. Plus tard, les Romains, exégètes et observateurs, feront plaisamment dériver le mot gaulois du latin galli, les coqs, parce que les Gaulois auraient été, paraît-il, un peu braillards et légèrement vaniteux. Ils n'étaient pas les seuls. Des brutes étrangères qui hurlaient, il y en avait partout, au-delà même de l'Europe. En réalité, ces Gaulois étaient des Celtes, plus précisément ceux qui avaient occupé l'espace de la Gaule 1000 ans avant Jésus-Christ, apportant avec eux leur langue et leurs coutumes. Et des peuples appartenant à la grande famille celtique, il y en avait aussi dans la péninsule ibérique, en Italie, en Germanie, dans l'île de Bretagne, jusqu'en Afrique et en Asie. Ces Celtes, venus des plaines de l'Est pour peupler une partie du monde, avaient-ils tous le même vocabulaire? Ils avaient leur culture, leur tradition, et donc probablement aussi leur langue. Lors de la conquête de la Gaule, Jules César avait constamment à son côté un interprète, toujours le même, capable de se faire comprendre sans difficulté de la Méditerranée aux rives du Rhin. Mais César, qui n'entendait pourtant rien aux Gaulois, croyait tout de même avoir discerné différents accents d'une tribu à l'autre. De son côté, Strabon, géographe grec du début du 1er siècle, affirmait que la langue des Gaulois est bien au fond la même, mais elle varie un peu. Et l'historien romain Tacite soulignait à la même époque la similitude entre tous les Gaulois jusque sur la grande île de Bretagne. Vous y trouverez le même culte, fondé sur les mêmes superstitions, à peu près le même langage. Une langue commune, issue elle-même d'une langue unique, une langue du début des débuts, que les savants du XIXe siècle ont qualifiée d'indo-européenne, admettant ainsi une origine commune à la plupart des langues parlées aujourd'hui en Europe, mais également à certaines langues asiatiques comme le farsi ou l'hindi. Cet indo-européen, né, pense-t-on, du côté de l'Ukraine 3000 ans avant Jésus-Christ, se retrouve dans le premier mot que nous apprenons tous à articuler. Maman. Tant de mères se ressemblent. Mater en latin, matir en gaulois, Moser en anglais, Mutter en allemand, Madre en espagnol, et l'on pourrait poursuivre cette litanie avec l'italien, le néerlandais, le biélorusse, le russe, l'arménien, le grec, le farsi, l'hindi. Ils ont tous la même mère, à peu de choses près. Ainsi, par la magie des langues indo-européennes, quand les Romains se sont répandus en Gaule, leur parler ne paraissait donc pas tout à fait étranger aux Gaulois. Par exemple, en latin, rex signifie roi. En gaulois, on dit rix. On connaît Vercingétorix, chef de la tribu des Arvernes, dont le nom peut se traduire par grand roi guerrier, ver signifiant grand en gaulois. Or, ce ver ne vous fait-il pas penser à very en anglais ou à vel en latin, qui veut dire le vrai, le grand? Quant à singhetto, qui veut dire en gaulois marcher, envahir, eh bien cela se dit incedo en latin. Bref, il ne fut sans doute pas si difficile pour les Gaulois de passer de Vercingétorix à Vel-Incedorex, qui pour l'heure à Rome se nomme Jules César. Mais Vercingétorix ne fut pas le seul roi. À la tête de nombreux peuples gaulois se trouvait un rix. Les Trévires avaient Cingétorix, les Éduins Dumnorix ou Éporédorix, les Éburons Ambiorix, les Helvètes Orgétorix, les Unelles Viridorix. La potion magique de Viridorix. Viridorix, roi de la tribu des Unelles, dans ce qui sera la Normandie, était un ennemi acharné de Jules César et de tous les Romains. À la tête de ses maigres troupes, il remporta tant de victoires qu'on finit par prétendre qu'il bénéficiait d'une intervention surnaturelle. Son secret, murmurait-on, c'était une mystérieuse potion magique à boire avant la bataille et qui donnait force et courage aux soldats gaulois. Ça ne vous rappelle rien? En 1959, quand René Goscinny et Albert Uderzo créèrent leur personnage d'Astérix, ils empruntèrent largement à la légende du roi des Unelles pour imaginer leur potion magique capable de rendre les Gaulois invulnérables. Le scénariste et le dessinateur n'ont jamais livré le secret de leur propre boisson miraculeuse. Mais heureusement, l'entourage de Viridorix s'est montré plus bavard. La recette s'est transmise à travers les siècles. Pour commencer, il faut des pommes sucrées, des pommes acidulées et des pommes amères. Les proportions exactes font encore l'objet de débats. Les fruits pressés vous donneront un cidre à distiller jusqu'à obtenir une boisson fortement alcoolisée. À vrai dire,
En procédant ainsi, Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.